Ce premier panel de l'après-midi dans la salle Technology Venture. Nous allons parler de la thématique Scalability. Un fonctionnement assez simple. On va d'abord démarrer par 10 minutes de présentation de John Harry de Lovells concernant cette thématique et notamment sous une focale, je dirais, juridique, suivi d'un débat, discussion d'une 50aine de minutes où l'on prendra les questions de la salle sur la fin. Je vais donc laisser la parole à John Harry. Je vais commencer par la question que vous vous posez tous. Quel est le rapport entre les juristes et la scalability? On va commencer par quelques définitions. Scalability, the ease with which a system or component can be modified to fit the problem area. La capacité d'un système donc à se modifier pour fournir une solution bien dimensionnée par rapport à un problème donné. The law, diraient certains, une série de règles apparemment conçues pour agrandir les problèmes afin de surcharger les ressources dont on dispose pour les résoudre. Vous voyez, le rapport n'est toujours pas évident. Cela dit, je pense qu'il y a une autre façon pour les entreprises de croissance de regarder le droit et ses praticiens. Le droit est incontournable pour toute entreprise. Les problèmes qu'il pose, les questions qu'il soulève, doivent trouver une réponse qui est proportionnée en termes de ressources et de coûts par rapport aux résultats voulus. Et c'est là qu'une entreprise de croissance qui est bien gérée va réfléchir avec ses conseils pour construire un service qui est scalable. On va voir ça de façon, j'espère, plus concrète, en regardant 3 grandes questions de droit qui sont incontournables pour une entreprise de croissance. Premièrement, la structure du capital, comment structurer le capital de la société pour qu'il s'adapte facilement aux besoins de la croissance. Deuxièmement, le gouvernement d'entreprise. Quelles solutions adopter pour trouver un équilibre entre la représentation des intérêts particuliers, notamment des financiers, et une gestion efficace des affaires courantes de la société. Enfin, la protection du fonds de commerce. Protéger, sécuriser l'entreprise au cours de sa croissance. Donc, premièrement, capital structure. On va regarder très rapidement les 3 questions. Capital structure. Une société donc va avoir des statuts et surtout un pacte d'actionnaires qui vont régir la participation des différents intervenants et notamment les intervenants principaux, les financial investors, investisseurs financiers, qui eux voudront savoir qu'ils sont protégés contre la dilution, que leur participation sera augmentée en cas de sous-performance de l'entreprise et qu'ils auront une sortie, qu'ils pourront un jour ou l'autre réaliser leur investissement. De leur côté, les fondateurs seront très regardants sur la manière dont ils vont céder au fil du temps le contrôle de l'entreprise qu'ils ont créée, la façon dont ils vont se séparer de leur bébé. Et il y a également 2 autres questions qu'il ne faut pas négliger. D'abord, la participation des salariés, que ce soit par des stock options ou plus particulièrement maintenant par les BSPCE. Et il faudra laisser la place dans le montage pour qu'il y ait des plans bien ajustés qui vont réellement motiver les salariés qui sont essentiels au business. Dernière considération, l'éventualité de la croissance par acquisition. Le cas d'une société de croissance est un peu particulière. Elle aura peu de chances de se payer ses acquisitions en cash. Elle les paiera donc avec son propre papier, ses actions. Et il faudra être vigilant sur l'équilibre entre les anciens et les nouveaux, les actionnaires de la société existante, les anciens, et les actionnaires de la société cible qui sera qui. Ça, c'est un aperçu extrêmement rapide. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur la proportionnalité des ressources et des solutions qu'on va mettre en face de ces problèmes, de ces questions. Le droit évolue tous les jours et notamment cette année, on a vu une refonte du droit des valeurs mobilières. Mais je dirais en général qu'il existe maintenant des solutions qui sont plus ou moins standards sur l'équilibre du capital. Des outils comme les ratchets, les droits de sortie forcés, les droits d'accompagnement en cas de sortie, les instruments comme les BSPCE. Et je dirais surtout qu'il faut résister la tentation de surcomplication de ces droits.
tout simplement parce qu'au moment où on les négocie, au moment de l'investissement, il est extrêmement difficile, voire impossible, de prévoir tous les cas de figure qui peuvent se présenter plus tard au moment d'une sortie. Pour vous donner un exemple d'une approche qui était peut-être disproportionnée, un fonds anglo-saxon qui est venu nous voir il y a quelques années, il y a 4 ou 5 ans, et qui nous a fait passer des heures très agréables pour les juristes, mais peut-être finalement pas très utiles, à reproduire par une série d'astuces extrêmement alambiquées toutes les conditions des Convertible Redeemable Preference Shares qu'ils avaient l'habitude de voir dans leurs investissements aux US et en Angleterre. Pour nous, ça a voulu dire beaucoup de réflexion, surtout beaucoup de temps passé en explication aux autres participations autour de table, alors qu'on commence maintenant justement à travailler sur les sorties de ces investissements. Et avec le recul, il nous semble clair que la situation de cet investisseur et de ses co-investisseurs de l'époque aurait été probablement aussi bien protégée et sûrement à moindre coût avec des outils qui existaient déjà en droit français à l'époque de l'investissement. Deuxième grand thème, le gouvernement d'entreprise. Encore une fois, c'est quelque chose qui sera prévu et régi par les statuts et les pactes actionnaires qui sont mis en place au tout début de la vie de la société. S'agissant de la structure du board, il faudra assurer une représentation des financiers sans qu'ils encourent trop facilement des risques de responsabilité. Et là, il y a toute une série de possibilités avec les différentes structures des SA et la possibilité de structures sur mesure avec les SAS. Il faudra également prévoir la composition du board en termes d'individus, donc une représentation systématique des managers, une représentation systématique des investisseurs financiers au sein des organes de gestion. Il faut idéalement aussi trouver et nommer au board de vrais indépendants, des gens qui ont une compétence, une expérience qui pourra être utile à la société et qui pourra lui être apportée par une participation dans les organes de gestion. Concernant les relations, je dirais, quotidiennes entre le board et le management, il y a surtout deux questions qui seront régies par la documentation juridique. C'est d'abord l'information, le droit des investisseurs et de leurs représentants à recevoir des informations précises selon un calendrier donné sur la vie et le business de l'entreprise. Et deuxièmement, le droit de veto que ces représentants auront sur des questions stratégiques. Là encore, dans la pratique, il existe maintenant des formules plus ou moins classiques sur ces deux questions. Mais là, je dirais que c'est quand même des questions sur lesquelles il faut passer un certain temps à réfléchir de tous les côtés pour être sûr que les solutions retenues sont vivables pour tout le monde. Ce sont les dispositions d'impact actionnaire qui sont les plus régulièrement appliquées, les plus régulièrement consultées dans la vie de la société. Et il faut que les paramètres qui sont posés permettent aux managers de gérer et aux investisseurs de s'informer utilement, de participer aux choix stratégiques, sans que tout le monde soit obligé de se retrouver régulièrement pour débattre des questions qui sont finalement extrêmement mineures. Dernier thème, la protection du business au cours de sa croissance. Là, j'ai identifié, c'est pas une liste exhaustive du tout, 3 questions qui sont quand même récurrentes pour les sociétés de concurrence. Premièrement, la propriété intellectuelle, quels sont les droits qu'il faut protéger. Deuxièmement, les conditions des contrats avec les fournisseurs ou les clients qui sont vraiment essentiels au business, les key contracts. Et enfin, les relations contractuelles avec les hommes ou les femmes clés du business, que ce soit au niveau du contrat de travail, avec une clause de non-concurrence qui pourra réellement être mise en œuvre le jour où le salarié quittera la société, et avec bien sûr un système de participation qui soit un peu motivante. Alors, sur ces questions donc, de protection du business, là je vais peut-être vous donner 2 exemples, une bonne et une mauvaise. On va commencer par la mauvaise.
une société que j'ai connue qui, avant même d'avoir levé des fonds, avant même d'avoir prospecté les clients et les partenaires commerciaux dont ils auraient besoin, ont fait travailler leurs juristes pendant plus de 2 mois sur un jeu de contrats sur mesure qu'ils ont conçus avec le client, destinés à être signés avec les futurs partenaires et les futurs clients. Très bien, c'était un très beau produit. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucun des partenaires commerciaux qui était trouvé qui voulait signer ces contrats. Et c'était donc une réflexion dans le vide et un coût quasiment complètement perdu. Pour vous donner un bon exemple, la société qui a dépensé avec nous 3 fois son budget juridique annuel habituel sur 1 mois de travail sur la renégociation d'un contrat avec son client principal qui était une filiale de GE, qui insistait pour avoir un contrat en langue anglaise d'une 30aine de pages. Là, je pense que la réaction de la société était proportionnée, était bien scalée, parce qu'au bout de ce mois de travail, ils avaient un contrat qu'ils comprenaient et ils avaient des bases solides qu'ils connaissaient bien, qu'ils maîtrisaient bien pour continuer de traiter avec leur client principal. Quand c'est qu'il faut se poser ces questions, il y a bien sûr 2 passages obligés lors des tours de table successifs dans la vie de la société et lorsqu'il y a une sortie en vue. Si j'ai un message à transmettre, ça serait de dire que si vous voulez qu'une société de croissance ait un service juridique qui est vraiment scalable, il ne faut pas hésiter à consulter ces conseils, surtout sur les questions de protection de l'entreprise de façon régulière. Ce n'est pas forcément pour leur confier du travail, mais c'est pour discuter avec eux, pour savoir si telle ou telle démarche est utile, est nécessaire, si c'est utile maintenant, et si c'est nécessaire maintenant, ou si c'est quelque chose qui peut attendre. Et enfin, j'essaie d'identifier les éléments qui permettent à une société de croissance, avec ces conseils, d'apporter une solution scalable aux questions juridiques par lesquelles elle sera confrontée. J'en ai trouvé 5. D'abord, clear vision, une vision claire de l'activité de la société et de ses buts. Deuxièmement, l'identification rapide des vrais seuils que la société devra franchir. Troisièmement, l'établissement d'échanges équilibrés entre les managers et les investisseurs, non pas sur la défense de leurs intérêts particuliers, mais sur la façon de créer et de gérer la société et sa croissance. Quatrième élément, l'identification d'un maximum de 3 ou 4 indicateurs clés de la performance de la boîte pour construire un tableau de bord. Et dernièrement, une perspective, une réflexion internationale. Je pense que toute société qui a des ambitions de croissance et d'innovation au jour d'aujourd'hui est obligée de constater qu'il n'y a plus de marché national en Europe et qu'il faut réfléchir dès le début, au moins à l'échelle européenne, sinon mondiale. Voilà. Les autres membres du panel ne seront peut-être pas d'accord et ils auront sûrement d'autres choses à rajouter. Je leur laisse la parole. Merci. Merci, John. Je pense qu'un des points qui a été clairement évoqué, c'était à quel point une vision large, une vision à long terme, peut être un ingrédient clé dans le succès d'un business. On a parlé de Google, on a parlé de Yahoo. Qui aimerait prendre la parole à ce sujet Oui, Olivier Huat de Turin Capital. Je remplace François Lombard qui était sur le programme, donc vous n'avez probablement pas reconnu ma photo en me voyant. Quand on a préparé ensemble ce sujet, on s'est dit mais quel est le premier facteur clé de succès d'une entreprise de croissance ? Et on est arrivé sur la conclusion que la vision du management, et ça peut paraître très banal, mais la vision du management est importante. Et la vision du management doit être une vision long terme, claire et exprimable en quelques mots.
on faisait référence à Google. Quand vous regardez ce qu'a fait Google, qui est un exemple emblématique, Google finalement s'est positionné depuis le départ en se disant « je veux être un facilitateur de la recherche sur Internet ». Ça paraît très basique. Quand vous décortiquez ce qu'il y a derrière, il y a énormément de paramètres très difficiles à gérer et qui ont créé d'énormes difficultés à l'intérieur de Google, mais qui a fait également son succès. Le deuxième exemple auquel on a pensé, c'était quel coût. Quel coût, depuis le premier jour, le management a dit « je veux être le leader européen des comparateurs de prix ». Cette vision long terme a décliné, on y reviendra tout à l'heure, leur a permis ensuite de décliner l'exécution de leur vision. Donc ce premier paramètre, je pense, est absolument indispensable. Et si, quand on rencontre un entrepreneur, il n'est pas capable de décliner sa vision de façon simple, c'est généralement un bon signe d'un business plan qui, par derrière, va être un petit peu compliqué à mettre en œuvre. Une question à poser à Jean-Michel Barbier pour rebondir dessus. Je pense que vous avez une vision différente de votre... en sortant justement des exemples de la net économie, mais plutôt du monde industriel. Est-ce que la problématique est la même? Est-ce que la vision a la même importance? Je crois je vous laisse vous présenter absolument. Jean-Michel Barbier, donc je suis responsable de Tech Fund à Capital Europe et j'ai dirigé pendant une quinzaine d'années le fonds de capital risque du groupe Thomson. Et donc j'ai vécu à la frontière de ces deux mondes pendant un certain nombre d'années. Je crois qu'aucun de mes collègues dans le métier du capital risque n'oublie que la première question qu'on se pose, c'est y a-t-il un marché? Donc effectivement, la vision du porteur du projet est essentielle. Est-ce qu'il a une vision? Et je crois que ce que vous avez dit, je suis absolument complètement d'accord. Le vrai problème pour nous, après, c'est d'étalonner cette vision. Est-ce que cette vision, elle est complètement folklorique ou est-ce que quelque part elle repose sur une réalité? Bien entendu, le plus souvent, et c'est-à-dire les projets qui sont les plus intéressants, cette vision, il est très difficile de la repérer par rapport à l'état du monde au moment où le gars a son projet. Et donc, je répète, je l'avoue assez souvent, que la vision d'un grand acteur du domaine, qui lui est sur une colline plus haute et qui a ce que j'appelle par rapport à nous la big picture, c'est-à-dire si lui, un grand acteur du domaine, je prends évidemment l'exemple de Thomson, quand vous êtes dans le domaine multimédia et que vous avez des projets avec quelqu'un qui a une vision et que vous pouvez poser la question à Thomson de lui dire comment cette démarche, cette proposition, cette offre se situe dans vos plans à vous? À 5 ans d'ici, à 8 ans d'ici, comment ça se bloque dans votre propre stratégie? Si Thomson est capable ou accepte de vous répondre, c'est sûr que c'est un confort absolument exceptionnel. Mais il y a une donnée qu'il ne faut pas qu'on oublie dans tout ça, c'est le temps. Parce que notre profession vit avec un rythme de temps qui est la durée de nos fonds. C'est une loi absolument terrible, mais tout à fait rigoureuse. Et une des choses qu'on a beaucoup de mal à apprécier, bien entendu, c'est le temps. Alors je vais vous citer un exemple qui est évidemment pas du tout dans l'économie, mais en 87-88, aujourd'hui tout le monde connaît ça et personne ne s'en étonne, mais en 87-88, une équipe en Californie qui a inventé la réalité virtuelle. Cette équipe, c'est une petite équipe sortie de nulle part qui s'appelait Virtual Programming Language, VPL. Ça pourrait dans tous les bouquins sur le sujet. Et ces gens-là ont eu l'idée d'assembler le gant d'acquisition de données à fibre optique qui avait été inventé par Young Harville, un logiciel tournant sur Icon Graphics pour faire un logiciel d'acquisition 3D. Et ils ont interfacé donc ce gant avec ce logiciel de création d'objets 3D. Et puis, ils ont ajouté ce qu'ils avaient d'ailleurs vu probablement à la NASA à réaliser avant eux, une paire de lunettes avec une définition à l'époque qui n'était pas terrible. Et puis, ils ont assemblé tout ça et donc ils sont rentrés avec leurs mains dans le monde fermé qui était représenté en fait par l'écran jusque-là. Et donc, ils ont inventé la réalité virtuelle. Moi, à cette époque-là, je suis revenu avec cet objet technique. Je l'ai présenté aux gens de Thomson. Les gens de Thomson, à l'époque, chez Thomson, vous vous souvenez que c'était l'ensemble Thomson, plus ce qui est devenu aujourd'hui Thales. Et il y avait là-dedans un grande activité de simulation. Simulation aéronautique, simulation de process, simulation de tout un tas de choses. Et donc, j'ai présenté ce qui était, pour nous, une fois de plus, investisseurs
potentiel et dans une vision effectivement long terme, finalement un véritable breakthrough, une véritable rupture technologique, puisque ça permettait de changer le paradigme de ce qu'on avait à simuler, puisqu'au lieu d'avoir à représenter évidemment tout ce que physiquement par exemple un élève pilote ou un élève mainteneur trouve autour de lui, et bien là, tout ça a été remplacé par du logiciel. Et la réaction de Thomson à l'époque a été oulala, c'est à la fois superbe, c'est un vrai breakthrough, mais ça va mettre très très longtemps pour venir, et à notre avis, il y en a au moins pour 10 ans. Et nous, je l'avoue avec la plus grande humilité, nous, capital risqueur, on ne les a pas crus. On a dit oui, d'accord, vous savez, le corporate a évidemment une réaction souvent, enfin le corporate, c'est-à-dire les gens qui sont dans un business ont beaucoup de mal à accepter les ruptures puisqu'elles sont quelque part dérangeantes pour eux. Et donc la vision du visionnaire, là, j'ai eu tendance à l'interpréter comme étant un petit peu rendant pessimiste probablement mes collègues de Thomson. Et donc, nous avons investi dans cette société, pensant qu'effectivement, ce temps qui était donné par Thomson d'une dizaine d'années pourrait se raccourcir à 4 ou 5 ans. Et la réalité, malheureusement, n'a pas été celle-là. Et effectivement, cette société a beaucoup souffert, parce qu'en fait, ce domaine demandait, au-delà de la vision qui était juste, il demandait bien entendu un achievement technologique et une qualité de la performance de tous les composants de ce genre de futur système qui n'a pas pu s'accomplir avant une douzaine d'années. Et aujourd'hui, on trouve des ensembles de réalité virtuelle, bien sûr, mais entre-temps, bien entendu, la société est morte. On a heureusement pu vendre les brevets, puisque derrière, il y avait la propriété intellectuelle tout à fait importante que nous avons pu vendre à Son, et donc Son a la propriété intellectuelle originale de la réalité virtuelle. Mais simplement pour effectivement moduler cela, c'est vrai qu'il faut absolument une vision, mais c'est vrai que le paramètre temps est toujours très difficile à apprécier, et j'aime bien avoir celle, bien entendu, de nos grands collègues corporate. Maurice Kawam, Next Fund Capital. Alors pour me démarquer un peu de mes confrères, je vais commencer par dire que la vision, c'est certes très important, mais à mon sens, il y a deux qualités qui sont encore plus importantes pour un entrepreneur. Il y a d'abord la capacité de communiquer cette vision, et je reviendrai là-dessus. Et deuxièmement, l'humilité d'accepter qu'il se soit trompé. Et encore plus important, savoir et communiquer à ses partenaires pourquoi il s'est trompé et ce qu'il faut faire. Alors, quand je dis communiquer cette vision, je le dis parce que souvent les partenaires, souvent les entrepreneurs ont une vision très claire de ce qu'ils souhaitent faire. Ce qui est très important, ce qui est très difficile pour eux, c'est la communiquer d'abord aux partenaires financiers et surtout au marché et aux personnes qui vont travailler de façon à les faire avancer tous. Et pour moi, une des grandes raisons d'échec est cette difficulté qu'ont parfois les entrepreneurs de communiquer leur vision. Alors deuxièmement, accepter et avoir l'humilité de dire qu'on a eu tort, c'est parce que quand on est dans le capital risque, on est souvent dans des environnements qui sont extrêmement difficiles et instables. On ne sait pas très bien ce qui va se passer. On a le sentiment, on a validé certaines choses, mais on est quand même sur des concepts qu'il faut valider. Et le fait de pouvoir avoir une vision, ou je dirais le fait d'avoir avec sa vision un bon sens tactique pour pouvoir avancer, reculer parfois et changer d'avenue, c'est très important. Alors je le dis parce que avant Next Fund, il y a quelques années, je garde un souvenir extrêmement fort de cet entrepreneur qui nous avait convaincus il y a quelques années que son moteur de recherche dans le domaine du voyage était la chose la plus importante à faire. Parce que le monde du voyage était énorme, parce qu'on était sur des ventes en millions et en milliards d'euros, et parce que donc ce moteur serait utilisé par tout le monde. Il a réussi à convaincre tout le monde, donc les investisseurs donc, qui sont précipités, qui ont donc voulu participer à l'aventure, et je faisais partie de ces gens-là, donc c'est vrai que c'est la première partie de la chose. Et puis deuxièmement, il a réussi autour de lui à fédérer et à motiver, et à faire avancer les gens. Et plus le temps passait, plus les gens étaient convaincus que c'était vraiment la chose à faire. Et à un board, préparé un tout petit peu, 18 mois plus tard, il nous annonce que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et il nous explique
que ce qu'on avait fait n'était pas la bonne démarche et qu'en fait, plutôt que de vendre des outils d'un moteur de recherche, il fallait vendre tout simplement un service qui est le billet d'avion qu'on achèterait grâce au net. Et c'est quand même fort, là, en rétrospective, d'avoir drivé pendant 18 mois, d'avoir accepté de s'être trompé, d'avoir donc lui-même rétabli le cap, et puis in fine, il a fait ce que tout investisseur rêve de faire. Il a réussi à exiter, à réaliser la vente de l'entreprise, et c'est en fait quelque chose qui valide cette importance de bien manager, vision, tactique, communication et humilité de reconnaître quand on s'est trompé. Oui, bonjour. Alors, je suis Rodrigo Sepulveda, je suis responsable d'une société qui s'appelle Risk Partners. On est à la frontière entre les capitaux risqueurs et les entrepreneurs. Nous nous définissons comme producteurs de société, c'est-à-dire que nous prenons des concepts et nous en faisons des business. Donc nous faisons les recrutements, nous faisons les levées de fonds, nous montons les opérations, et nous faisons ensuite les roadshows comme pourrait faire un producteur de cinéma. Vous voyez l'analogie. L'une des sociétés que l'on a montées, avec laquelle on a créé ce business, c'est une société que vous avez vue ce matin, qui est Gloria, qui est plus connue sur le marché comme un loueur de DVD en ligne. La vision originale n'est pas du tout celle-là, c'est une plateforme de distribution de loisirs numériques, mais on ne la communique pas parce qu'elle n'est pas simple à comprendre. J'ai envie de rebondir sur ce qu'on disait ce matin dans le 2 premiers panels, qui étaient très proches de la vision, qui était le focus. Philippe Poletti disait focus, Thibaut de Monclin disait encore focus, et je crois que pour nous, la vision permet de garder le focus. C'est comme un bateau, vous avez le point d'horizon, vous savez où vous allez, le chemin peut être un petit peu tumultueux, mais nous, au quotidien, ça nous aide, dans notre croissance, à se dire cette proposition de partenariat ne colle pas avec notre vision, on ne la fait pas et on élague très très vite, mais ça nous aide également pour nos clients de ne pas brouiller le message du positionnement de la marque. Aujourd'hui, Gloria, c'est dans les loisirs, c'est dans les DVD. Un autre point qui a surgi lors des débats et des discussions concerne tout ce qui est effet de seuil et comment être en situation d'avoir, je dirais, à chaque grande étape, à chaque milestone, un ensemble business qui est cohérent, c'est-à-dire une logique commerciale qui est en rapport avec le marketing, qui est en rapport avec le financement qui est recherché. Alors chez Nextfund, on a trouvé un mot peut-être compliqué pour ce phénomène-là, je dirais ces différents plateaux. On appelle ça nos points d'inflexion, et vous avez tout à fait raison. Moi, je pense qu'il faut vraiment avoir une approche qui est drivée par le long terme, mais qui est extrêmement pragmatique et qui permet de se focaliser sur l'atteinte du prochain point d'inflexion pour avoir atteint, je dirais, un seuil qui derrière va être dépassé pour arriver in fine à la liquidité. Et un point d'inflexion, c'est plusieurs choses. C'est la capacité pour une société de faire de la croissance interne, dans un premier temps. C'est la capacité pour la société de faire de la croissance externe, dans un deuxième temps. Et c'est la capacité pour la société de réfléchir sur sa sortie. Je pense que, pour revenir à la question, comment faire pour que ce business plan soit cohérent et intègre, je dirais, les différents plateaux. Je pense que souvent, la réponse vient par des business ou par des financements qui ne sont pas, certes, calibrés pour passer d'un point à un autre, mais qui, quelque part associent les résultats ou les parts des entrepreneurs et des financiers à travers ces différents points de passage. Donc on retrouve en fait une logique financière à travers ces différents points de passage. D'accord. Jean-Michel, je crois que vous voulez intervenir. Alors j'ajouterais peut-être juste une question que doivent se poser beaucoup d'entrepreneurs dans la salle concernant ces questions. C'est jusqu'où doit-on aller dans un business lié à cette question de milestone et de jusqu'où doit-on aller dans un business plan? Est-ce qu'on doit imaginer à 5 ans le stade de développement de la société, ses partenariats internationaux, ce genre de choses, ou au contraire justement rester dans une optique, voici ce qu'on fait là maintenant et qu'on sait maîtriser, et plus tard voici des options et puis on verra le moment venu. Je ne sais
pas si Jean-Michel, vous allez sur cette direction. Je crois, Maurice vient de dire une chose importante, c'est vrai qu'il faut que le visionnaire il sache communiquer avec ses investisseurs, et le premier objet de la négociation et du dialogue et de la compréhension, c'est le business plan. Donc tout ce qui peut être explicité dans le business plan, évidemment, est important. Moi je voudrais attacher les milestones à une situation qui est quand même relativement nouvelle, qui est qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver à se financer. Et qu'aujourd'hui, un entrepreneur passe beaucoup de temps à dialoguer avec ses futurs investisseurs. Et donc, un des vrais problèmes que règlent les milestones, d'abord, c'est le fait qu'on essaye de financer la société le plus loin possible, à la suite d'un tour de financement, et que ceci conduit à effectivement devoir définir en amont des milestones pour vérifier que pendant toute cette période de financement, effectivement, la société, on va pouvoir tracer et revisiter un petit peu le plan initial. Parce que si, comme on l'a fait autrefois, et c'était très bien comme ça à ce moment-là, on finançait les sociétés plutôt à court terme et comme on disait à cash court, on pouvait corriger au fur et à mesure et refinancer. Aujourd'hui, les refinancements sont très pénibles. Lorsqu'évidemment le dirigeant, comme on le dit, s'occupe de chercher de l'argent, il ne cherche pas de clients. Et donc, il vaut mieux éviter, dans la vie de la société, il vaut mieux essayer de raccourcir le plus possible le temps passé à chercher de l'argent. Donc, quand on finance une société, l'idéal, c'est de la financer pour le plus longtemps possible, donc d'avoir le plus de visibilité. Et comme ceci, évidemment, est très difficile, d'où l'intérêt des milestones, qui permettent effectivement de tracer un certain nombre de points d'étape. Ces points d'étape, d'ailleurs, les suivants peuvent être toujours revisités. C'est à la fois l'occasion de se reposer la question du business model sur lequel on est, comme tu viens de l'évoquer, parce qu'effectivement, c'est peut-être l'occasion de se dire, dès la première milestone, finalement, on s'est gouré, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Et on a appris des choses, parce que c'est ça que chaque étape correspond à un apprentissage, et malheureusement, on apprend plus par l'erreur que par le succès. Et donc, on peut tirer un certain nombre d'enseignements et corriger. Et donc, la prise en compte de ces milestones est absolument essentielle. C'est un guide, c'est un élément de ce dialogue que tu évoquais. Ça permet une certaine transparence, d'ailleurs, un peu obligée, parce que finalement, où on en est par rapport où on s'était fixé le but d'être. Mais j'insiste, c'est aussi vraiment le moyen de sécuriser les investisseurs pour qu'ils s'engagent pour du plus long terme. Parce qu'ils vont comme ça avoir finalement la certitude qu'ils ne rentrent pas jour J et qu'ils sauront ce qui va s'être passé 3 ans après. Mais ils vont pouvoir effectivement tracer dans un dialogue parfaitement transparent un certain nombre d'étapes qui résultent effectivement, comme vous l'avez dit, du business plan. Olivier et Rodrigo, j'aimerais bien vous poser la question suivante concernant l'affinement du business model. Je crois qu'on en avait parlé aux étapes clés, notamment justement le processus de, je dirais, échec-réussite pour déterminer quel va être le meilleur moyen de vente, quel va être le meilleur canal de promotion. À partir du moment où on a le bon, ça y est, on accélère. Alors, je vais répondre directement et indirectement à la question en illustrant, en rebondissant un petit peu sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent, en illustrant un exemple d'une société dans laquelle on a investi il n'y a pas très longtemps, qui est la société BVRP, que beaucoup probablement connaissent autour de la table, qui est une société qui aujourd'hui a 20 années d'existence, et quand vous regardez le parcours de cette société, elle a finalement été un cas d'école de la scalabilité d'un business. Ils sont partis sur une vision en 84, qui n'était pas nécessairement évidente, qui était une vision qui était, on veut faire des logiciels professionnels pour le PC. Souvenez-vous, en 84, quel était le niveau de développement du PC dans les bureaux? Relativement faible. Donc ils sont partis sur ce constat. Une équipe de 2 personnes, un très grand communicateur et quelqu'un très bon en R&D, mais qui avait un passé, et ça je vais tordre le cou un petit peu à ce qui a été dit ce matin sur la compétence des chefs d'entreprise par rapport à leur business, etc. Tous les deux étaient des anciens ingénieurs du son. Qu'est-ce que des ingénieurs du son allaient faire dans des logiciels professionnels pour PC? Alors, ils ont commencé en se disant on va peut-être faire des logiciels de son sur le PC, ça marchera peut-être, mais ils sont partis sur cette première vision. 3 ans après, ils se sont dit non, finalement, il y a beaucoup de monde dans ce domaine, changeons totalement de business model, restons dans le logiciel, mais faisons des logiciels de communication. Pourquoi les logiciels de communication? Parce qu'entre-temps, pendant 3 ans, ils avaient analysé le marché. Ils s'étaient rendu compte que grossir une entreprise de logiciels dans le domaine professionnel face à avec des grands acteurs était quasiment voué à l'échec. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis sur une niche de marché qui était une niche totalement non encombrée. 87, donc ça c'était 84-87. 87, ils démarrent là-dessus. 90, ils avaient rencontré leur premier succès. Ils avaient fait rentrer entre-temps différents investisseurs. Ils étaient passés à 3 fois au bord du dépôt de bilan. Ils avaient été sauvés in extremis par leurs investisseurs. Ils se sont dit, maintenant on a une nouvelle étape
on a un marché national qui est trop petit, il est nécessaire d'aller à l'international. Comment peut-on aller à l'international? Ils ont pris deux axes stratégiques. Le premier, c'était de travailler en OIM, et le deuxième, c'était de recruter des managers internationaux. Les deux fondateurs n'avaient pas nécessairement la casquette suffisamment internationale, et ils sont allés recruter des managers américains, anglais, qui sont toujours là 15 ans après. Donc ils ont su fidéliser également une équipe de grande valeur, et c'est ce qu'on disait un petit peu ce matin sur la nécessité de s'entourer pour l'entrepreneur de gens meilleurs que lui, pour pouvoir continuer à croître avec ses partenaires. 90, ils sont partis à l'international. L'étape d'après, 96, c'était l'introduction en bourse. Alors pendant cette période de 12 ans, qui est très longue, la société était partie de zéro et faisait en 96 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous pouvez dire, comme entreprise de croissance, c'est pas extraordinaire. Hein. En 12 ans, arriver à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas nécessairement ce dont on rêve comme investisseur, comme courbe de croissance. Ils ont eu la chance et l'intelligence de rentrer sur le nouveau marché au bon moment, ce qui leur a permis non seulement d'offrir une exit à leurs investisseurs, mais également de lever des fonds pour avoir une nouvelle étape de croissance. Et cette nouvelle étape de croissance est passée par des acquisitions externes, alors que jusqu'à présent, ils avaient fait que de la croissance interne. C'est passé par des acquisitions externes. 98, ils ont fait une première acquisition en Angleterre, ils ont fait des acquisitions ensuite aux États-Unis, etc. Et entre 98 et 2001, ils ont grossi essentiellement par acquisition. Et ils ont fait quelques bêtises. Ils ont fait quelques bêtises puisqu'ils se sont développés dans des métiers qui n'étaient absolument pas leur cœur business. Et ce développement dans des métiers non cœur business est arrivé ce qui devait arriver. Ils n'ont pas su bien le gérer. Il a fallu qu'ils remettent en cause leur business model, qu'ils suppriment ces activités et que très rapidement et de façon très réactive, ils reprennent la route de ce qu'ils avaient bien su faire jusqu'à présent. Le résultat aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on est face à une entreprise qui, entre 1996 et 2004, est passée de 4 à 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Entre 1996 et 2004, c'est passé d'une société franco-française à une société qui a vendu 200 millions de licences logicielles dans le monde, qui est présente dans 10 pays, qui fait 80% de son business à l'international, qui est hautement profitable et qui est dans une phase de croissance annuellement, bon an mal an, de l'ordre de 40% par an. Alors, quand on regarde a posteriori ce qui s'est passé sur une entreprise comme celle-là et quand on réfléchit au problème de la scalabilité, je crois qu'on a vu un peu les différentes étapes, c'est-à-dire qu'il y a eu des effets de seuil, qu'ils ont su préparer en amont, et tout à l'heure on disait il y a une logique financière également derrière, c'est qu'à chaque étape qu'ils anticipaient, ils ont su aller chercher les fonds là où ils étaient disponibles. Alors, à une époque, c'était auprès des VC. Ils ont offert une sortie à leur VC. Ensuite, ça a été auprès du marché. Et nous sommes rentrés il y a maintenant 1 an et demi pour une nouvelle phase de croissance. Le marché ne pouvait plus, les levées de fonds sur le nouveau marché étaient quasiment impossibles. Donc on est arrivé pour leur donner les moyens de faire 2 acquisitions qu'ils ont faites dans les semaines qui ont suivi notre entrée et qui leur a permis de développer un nouveau business qui est un business de ce qu'on appelle la réédition logicielle. Alors c'est une histoire qui peut paraître belle, qui a été faite de haut et de bas, qui n'a jamais été facile, mais dans laquelle l'équipe de départ est toujours là. Alors ce matin on disait il est inenvisageable que l'équipe de départ soit encore là au bout de 4 à 5 ans parce que le visionnaire de départ n'est pas celui qui fait l'exécution. Si, ils ont été capables non seulement de conserver leur vision, de l'exécuter, de recruter les bonnes personnes et de, aujourd'hui, être toujours à la tête de leur entreprise. Alors, probablement avec des niveaux de participation au capital qui n'est pas à la hauteur de leurs espérances, mais ça fait partie du jeu où ils disent toujours on préfère avoir 1% d'IBM que 100% d'une boîte qui se casse la figure. Je crois que c'est très basique, mais c'est assez vrai. Je vais vous parler d'une étape amont dans la scalabilité. Quand on a lancé Gloria, c'est un système qui fonctionne comme un vidéoclub, mais qui se vend comme une chaîne du câble du satellite. Donc vous abonnez à notre service, on vous envoie des DVD par la poste, et vous les mettez dans l'enveloppe pour les renvoyer. Quelques mois avant de lancer le service, donc en novembre 2003, Carrefour nous approche et nous dit « On croit à votre service, on veut aller dans le hors alimentaire, et on va vous préacheter 35 000 packs, parce qu'on croit qu'on peut faire à peu près 35 000 abonnés avec vous. » Branle-bas de combat chez nous, on n'avait pas du tout prévu ces niveaux d'abonnés, donc on commence à faire des tests. Et le système informatique casse au bout de 3000 abonnés. Ça passait plus, tombait la charge. On avait à l'époque un service client qui n'aurait certainement pas tenu les 35 000 abonnés, etc.
Donc pendant 3 mois, on a fait une énorme war room. On est parti pour reconstruire complètement le modèle organisationnel de la société, pour se préparer à l'éventualité de ces 35 000 abonnés qui allaient arriver en 15 jours, parce qu'on était en allée centrale de 230 carrefours de France, en tête de gondole multimédia, avec des néons, etc. En Haïti, on a complètement reconstruit le système. On est passé sur des systèmes qui permettent de faire la répartition de charges sur le frontal. On a séparé le bac, on a mis les systèmes de tolérance de panne. En RH, on avait besoin d'une 30aine d'opérateurs dans l'entrepôt. On a interviewé plus de 150 personnes, donc on avait des gens qu'on pouvait appeler du jour au lendemain pour commencer à la logistique. Et les 35 000 abonnés ne sont jamais arrivés. On ne peut pas vendre un service que les gens ne connaissent pas, que ne comprennent pas. Donc c'est la première erreur qu'on a fait. Mais le bénéfice que l'on a tiré, c'est qu'aujourd'hui, tous nos process ont été construits pour gérer notre croissance. À chaque fois qu'on lance un nouveau système informatique, on lance des tests de non-régression et on sait exactement quand ça pète. On sait exactement à quel niveau d'abonnés aujourd'hui il faut qu'on passe en 2.8 ou en 3.8 dans l'entrepôt et quel jour il faudra déménager dans un nouvel entrepôt. On sait également se dire à quel moment on ne peut plus financer notre croissance. Nous, on paye beaucoup de choses en termes de postes, en termes de reversement de droits éditeurs. On sait exactement quelle étape de financement successive dont on doit faire. Pour aborder un autre point et continuer toujours dans notre questionnement sur la scalability, concernant la corporate governance, je crois que Jonah a commencé à en parler. Peut-être que vous pourriez vous étendre sur le sujet et échanger la balle avec d'autres participants. Quels sont les points où on peut bloquer en termes de corporate governance dans ce type de situation de société à croissance très rapide? Je crois que la base de la corporate governance, c'est la confiance mutuelle que peuvent créer les entrepreneurs avec leurs investisseurs. Sans confiance mutuelle, alors ça passe bien évidemment par un reporting qui est fiable, ça passe bien évidemment par des échanges d'informations qui sont régulières, qui sont nécessairement utiles pour pouvoir accompagner l'entreprise. Je crois que sans ce mécanisme très basique, la société aura du mal à continuer à croître en convainquant ses investisseurs de l'accompagner. Donc je pense que c'est le premier élément indispensable de corporate governance. Moi, j'ajouterais un simple mot. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc, pour le dirigeant, son board, ses relations avec ses investisseurs, c'est un miroir. S'il sait établir, là encore, Maurice a parlé effectivement de la compréhension. Je crois qu'entre les actionnaires et le dirigeant doivent s'établir une compréhension et une confiance, effectivement le mot que vous avez utilisé. Mais clairement, ça passe par le fait qu'en permanence, on s'explique. Et en permanence, le dirigeant essaye, au rythme, bien entendu, le permanent veut dire au rythme qui lui va bien, qui est convenable avec son business, il explique ce qu'il fait. Et si il est compris, eh ben c'est que ça va bien, clairement. Donc l'explicitation et l'écho que lui rendent ces actionnaires, c'est ça la bonne gouvernance. Et s'en déduit automatiquement le rythme et des bonnes décisions. Moi, je voudrais ajouter un point de manière un peu provocante, c'est que, à l'expérience, nous avons comme principe également, dans ce que je mettrais dans la gouvernance, le fait que nous n'aimons pas être avec des dirigeants majoritaires. Parce que là aussi, moi, c'est la 20e année que je fais ce métier, depuis quelques jours, et je vous avoue que la pratique de la démocratie du capital, dans des phases évidemment très critiques de la création d'entreprises, les premières années, on vient tous d'évoquer des expériences qui sont toujours... Bon, ce qu'on fait, c'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu de faire. Dans le fait de pouvoir tous en parler, de pouvoir échanger effectivement dans le cadre de cette gouvernance, ensemble sur les propositions, bien entendu, la plupart du temps, presque tout le temps, des dirigeants, de dire finalement on avait prévu de faire ça, on fait autre chose, c'est quand même mieux lorsqu'il y a une vraie démocratie, des actionnaires financiers minoritaires ensemble, des actionnaires majoritaires ensemble, mais chacun d'entre eux minoritaire, pardonnez-moi, et un groupe fondateur, si possible, minoritaire. Quand nous sommes à côté d'un dirigeant majoritaire, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose que nous n'aimons pas, parce que dans ce cas-là, effectivement, je pense que ne s'exerce pas une bonne gouvernance. Un autre fait d'arme de la bonne gouvernance, très pratique, je crois que le problème de jeunes VC comme nous, c'est parfois de tomber amoureux de l'entrepreneur que l'on voit, et de ne pas faire la due diligence qu'on aurait dû faire très poussée. Le problème également, c'est que l'entrepreneur tombe amoureux de son entreprise ou de son produit. Il a beaucoup de mal à s'en séparer. Et quand il vend le capital, l'entreprise ne lui appartient plus, elle nous appartient à nous.
Néanmoins, on a le cas d'une société dans laquelle on a dû sortir, dans le domaine du logiciel de sécurité. On a une excellente technologie, on a fait un audit avec les Américains très positif, on est aujourd'hui la solution préférée d'IBM. On a vendu 80 000 licences auprès d'un très grand compte français. C'est que l'entrepreneur est une diva. Et bien qu'il soit minoritaire, il était impossible de rien faire sans lui. Et c'est une personne indispensable de la société, donc on a choisi de sortir de la société parce qu'on ne pouvait plus continuer. Une dernière question qui est évidemment comment parler scalability sans parler développement international. Qui aimerait... Jean-Michel, à ce sujet? Oui. Là, c'est pareil. La vision aujourd'hui, maintenant, on reboucle sur la vision. Si la vision est hexagonale, je crois que malheureusement, on ne va pas très loin. Aujourd'hui, le marché est mondial. On vise, bien entendu, l'ambition qu'on a tous, effectivement, que nos sociétés soient visibles au plan international, parce que c'est là qu'est le grand marché. Et donc, s'il n'y a pas la possibilité de l'international, je crois que malheureusement, forget it, comme on dit. Deuxième aspect, c'est effectivement l'internationalisation, proprement dite, de nos équipes. Alors on a, souvenons-nous-en, un gros handicap, c'est que les Américains, ils ont un territoire immense, même langue, même juridique, même culture, blablabla. Nous, notre marché européen, il est formidable, sauf qu'il y a autant de fiscalité, de ressources, de modes de gestion des ressources humaines, de juridique, etc., dans tous ces pays. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui coûte plus cher, mais qu'il faut aborder tout de suite parce que ça prend du temps. Et donc, il faut qu'on pense à créer nos sociétés au plan international. Dernier aspect que j'aborde dans ce court temps, c'est l'outsourcing. C'est devenu vraiment à la mode. Aujourd'hui, c'est quelque chose auquel on ne pensait pas dans les startups il y a 15 ans. Hein, ça, on n'en parlait même pas. Aujourd'hui, nos jeunes sociétés doivent outsourcer et de plus en plus outsource. Je vous donne un très simple exemple. C'est qu'aujourd'hui, vous le savez bien, le marché qui est dynamique, c'est l'Asie. En Asie, évidemment, il y a un grand acheteur, c'est la Chine. Il y a un moindre acheteur, mais important également, c'est Taïwan, la Corée, le Japon, etc. Puis un autre grand acteur dans nos technologies aussi, c'est l'Inde. Il faut aller vers ces gens-là. Là, on y trouve des ressources. Moi, j'ai une société dans mon portefeuille que sans doute certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle SixWin. SixWin vend des systèmes pour déployer des systèmes IPv6 à la norme V6. Aujourd'hui, les Américains V6, ils s'en foutent. Le marché, il est clairement en Asie. Eh bien, il faut développer en Asie. Et donc, une partie de l'équipe de développement de SixWin s'est implantée au Vietnam. Tout simplement parce qu'au Vietnam, ils y ont trouvé à la fois des gens bien formés aux États-Unis, donc des gens qui sont au même niveau que chez nous. Bien entendu, c'est beaucoup moins cher. On y trouve encore, à ma grande surprise d'ailleurs, une assez bonne culture française et donc des gens qui sont bilingues, ce qui facilite, malheureusement, il faut ne pas oublier cette dimension culturelle qui facilite la communication. Donc un simple expatrié suffit à diriger une équipe de 20 personnes au Vietnam qui fait du co-développement pour vendre en Chine. Bon, même situation en Inde, sauf que c'est une information évidemment que je vous livre, que mes collègues peuvent peut-être contredire, mais aussi l'inconvénient, c'est qu'en Inde, en ce moment, les prix montent, parce que ces gens-là ont de plus en plus conscience de leurs compétences, et l'outsourcing en Inde coûte très cher. Mais en tout cas, nos jeunes sociétés doivent, comme les grandes, maintenant outsourcer. Je pense que Jean-Michel a très très bien, je dirais, brossé le panorama de cette exigence de développement international. Je crois que ce qui devient de plus en plus fort quand on finance nos sociétés, c'est vraiment cette vision d'un monde qui est divisé en 3 grands blocs. Le bloc américain avec une forte légitimité des grands constructeurs, et il faut faire très attention à ne pas être sur des sujets qui nécessitent ce type de proximité. Un deuxième acteur qui est de plus en plus fort, qui est l'acteur asiatique, avec la Chine, évidemment, comme le disait Jean-Michel, avec les acteurs qui travaillent autour. Donc on est vraiment dans un marché où l'Europe et nous devons trouver les sociétés qui ont une réelle légitimité de se trouver entre l'américain, qui a la maturité, qui a un certain business model avec une force du marketing, avec, je dirais, des caractéristiques que l'on commence à bien connaître, et avec l'entrant asiatique qui a une capacité à produire à un coût moindre, on va dire, avec beaucoup d'atouts. Et moi, je pense que la bataille n'est pas du tout perdue, on a beaucoup d'atouts. J'étais dans un salon que vous connaissez certainement, qui s'appelle Medica, qui est un salon allemand. J'ai fait le tour de ce salon avec 120 000 personnes qui exposaient. C'est un salon médical, donc avec toutes les technologies du monde. J'étais sur les forums russes, chinois, enfin un peu tous les pays du monde. Et il y a quand même une légitimité pour la technologie
françaises, parce que là, nous sommes investisseurs dans une boîte française qui était exposant. Alors, il faut aller dans la voie d'une présence européenne, avec des marchés européens, avec des alliances européennes, et c'est un peu le souci, c'est un peu le but de ce voyage-là, mais il y a une réelle légitimité, et il faut simplement bien se positionner entre ces deux mondes, l'asiatique et l'américain. Concernant l'outsourcing, c'est ni plus ni moins que ce que font certaines industries depuis maintenant plus de 20 ans ou 30 ans, qui est une analyse classique de make or buy. Et ensuite, si on prend l'optique de buy plutôt que make, c'est où le faire. Mais je pense que quand vous regardez historiquement de l'histoire assez récente des industries traditionnelles qui se sont délocalisées vers les pays de l'Est, beaucoup sont en train de revenir aujourd'hui parce que le phénomène que Jean-Michel Barbier indiquait sur la montée des prix en Inde dans la technologie s'est passé exactement de la même façon dans des industries beaucoup plus traditionnelles. Je crois que l'outsourcing peut être un modèle d'affaires d'une entreprise. On vient de lancer, on l'a annoncé ce matin, un opérateur IP en Espagne qui s'appelle Servidores.com. Notre choix stratégique était dès le départ de tout outsourcer en termes d'opération. Donc nous ne faisons pas nous-mêmes l'hébergement, pas nous-mêmes la DSL, ce ne sera pas nous-mêmes pour la VOD, ni nous-mêmes pour la voix. Un petit peu comme un MVNO pour réseau mobile, nous sommes une espèce d'MVNO pour les ISP. Et on a choisi de se concentrer sur ce que nous voulons être. Et je crois que c'est aussi une des choses de l'outsourcing. On s'est concentré sur l'acquisition des clients et la rétention des clients. Donc on a acheté une boîte de call center pour le faire en interne. On travaille beaucoup sur le marketing, on ne fait pas du tout la gestion des opérations. Je tiens à remercier tous les 5 panélistes pour leur approche et surtout pour tous leurs exemples qui permettent de bien comprendre toutes ces problématiques.